Diriger une entreprise en étant indispensable, c'est comme être le seul pilote d'un avion sans équipage. Et lorsqu'un problème survient, c'est la chute assurée. Barbara Barré, dirigeante d'Orsea et entrepreneur depuis ses 13 ans, nous révèle comment, grâce à un problème de santé, elle a pu comprendre l'importance de se protéger et d'avoir une entreprise autonome et résiliente. Bienvenue dans Le Temps d'un parcours, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui entreprennent avec engagement. Bonjour Barbara. Bonjour Céline. Je suis ravie de t'accueillir sur le plateau de Le Temps d'un parcours. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Parce que je sais que tu as tellement de choses à raconter sur ton parcours. Ça va être dur de faire si court. C'est dur. Surtout qu'on va commencer très tôt. Parce ce qui m'a frappé et ce que j'ai dit en introduction de cette interview, c'est que tu es entrepreneur depuis que tu as 13 ans. Alors pas entrepreneur officiellement, mais j'ai vécu dans un pays étranger, la Norvège, où il y avait pas de gâteau et pas de pain, donc très rapidement j'ai commencé à faire du pain et des gâteaux, et puis de fil en aiguille, il y en a qui m'ont passé des commandes, d'autres Français évidemment, et donc petit à petit j'ai commencé à monter mon premier business, et puis après il y a eu un départ de quelqu'un qui faisait de la natation synchronisée, je faisais de la natation synchronisée, et du coup il y avait plus de profs, du coup avec une amie on est devenu prof de natation synchronisée, enfin la vie a fait que, et puis j'ai monté une petite activité aussi d'animation de goûter pour enfants, sur la base des gâteaux que je faisais. Enfin voilà, donc assez naturellement, je me suis retrouvée dans ce genre de, on va dire, d'activité un peu entrepreneuriale, sans du tout savoir à ce moment-là que je faisais de l'entrepreneuriat. Je n'en avais pas du tout conscience, évidemment. Ouais, mais tu vendais des choses et tu gagnais de l'argent. Exactement, en fait, exactement. Je n'étais pas hyper rentable. Avec du recul, je me dis ça aurait pu être beaucoup plus cher. Mais ça t'a peut-être appris la rentabilité pour clairement, d'ailleurs. Clairement. Ouais. Ça m'a beaucoup appris. Mon père m'a beaucoup appris, notamment sur ces sujets-là, quand je vendais mes gâteaux, justement. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que ça t'a appris alors, justement? Si c'est intéressant. Eh ben, que quand on calcule le tarif de quelque chose, faut vraiment prendre tout en compte. Si je prends très naturellement le coût des gâteaux, mon père m'avait expliqué que c'était pas très normal que j'embauche tout l'argent du retour des gâteaux, alors que c'est mes parents qui payaient la matière première. Et que, en fait, la seule chose, que en fait je devais gagner était le temps que j'y passais. C'était une bonne affaire pour toi au début, voilà. Après. Voilà. Et c'est là qu'on voit la différence entre chiffre d'affaires et marge. Exactement. J'ai très vite compris la notion de marge. Voilà. Donc non, c'était une très bonne leçon qui, je ne pensais pas qu'elle me servirait un jour, mais me sert pas au quotidien, mais que j'ai beaucoup retenu. Ouais, j'imagine. Ouais. Et alors du coup, est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'être entrepreneur plus tard, ou est-ce que c'est autre chose dans ton parcours? Alors complètement autre chose, parce que comme je te disais, je n'ai pas du tout le sentiment d'être entrepreneur. Et puis c'est surtout que à la base, moi je n'ai jamais voulu être entrepreneur, c'est le hasard des choses qui l'a fait. D'accord. Moi je voulais faire médecine, la vie a fait que j'ai pas pu faire médecine, je me suis retrouvée en psycho, mais qui m'allait très bien. Mais psycho pour aller dans la clinique. Je voulais même aller dans l'enfance maltraitée, etc. Donc c'était vraiment quelque chose de très précis. Et finalement, j'ai découvert le monde des ressources humaines que j'ai adoré. J'ai fait une alternance, et ça, je conseille à tout le monde de faire de l'alternance pendant les études. C'est hyper puissant, tu apprends à travailler en entreprise. C'est génial, hein. Pour les entreprises et pour les étudiants. Bien sûr, ouais. Et en fait, donc je me suis retrouvée dans cette alternance, et quelques mois avant, donc 3 ans d'alternance, et quelques mois avant l'obtention de mon diplôme, la boîte dans laquelle j'étais a déposé le bilan. Et du coup, il fallait bien que je retrouve quelque chose. Et là, par relation, etc., je me suis retrouvée dans une création d'entreprise où en fait, j'ai proposé à quelqu'un de me prendre en alternance dans une boîte qu'on co-créait. D'accord. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée plus ou moins dans un schéma d'entrepreneuriat, mais à nouveau, c'était plus parce que ça m'arrangeait pour valider mon diplôme. C'était pas je veux créer ma boîte. Ouais, c'est pas du tout fait comme ça. Non, pas du tout. Donc, finalement, c'est ton parcours, c'est la vie qui t'a amené comme ça à être entrepreneur. Complètement. De toute façon, dans la vie, je considère qu'il faut toujours être à l'écoute des opportunités. Et puis, soit tu considères que quand tu as une difficulté, c'est une contrainte et tu pleures dessus, soit tu te dis que cette difficulté t'en fait une opportunité et comment t'en servir. De toute façon, t'as pas le choix. La difficulté, elle est là. C'est comment tu trouves ta solution, comment tu la contournes et comment t'en fais finalement une force. T'as pas le choix de la vivre, par contre, tu as le choix de ce que tu en fais. Exactement. Tu peux choisir de la subir ou de la vivre. Ouais. Alors, du coup, c'est quoi l'activité d'Orsea? Alors, Orsea, on fait du conseil en stratégie RH. Okay. En fait, les entreprises, les entrepreneurs et même les entreprises de plus ou moins grande taille, si on leur demande s'ils ont un business plan, généralement, ils en ont un. Pas tous, mais ceux qui en ont vraiment. Ils ont un business plan financier qui est très, très bien fait. Et puis, ils disent, je vais faire tant de chiffre d'affaires, puis j'aurai tant de collaborateurs, puis je vais augmenter, j'aurai tant de collaborateurs. Et moi, je me penche, le sujet étant souvent, ok, t'as un collaborateur, t'en auras 1, puis 10, puis 30, puis 50. Quel est ton organigramme? Donc, ils me sortent l'organigramme cible.
Je dis, ah, mais attends, donc tu vas avoir des managers. Tes managers, tu vas venir de l'interne ou de l'externe? C'est dans 2-3 ans, on a le temps. D'accord. Je dis simplement, je me permets juste d'attirer ton attention sur le fait que si tes managers ou tes directeurs, tu les prends en externe, alors que tu avais des gens en interne qui voulaient, que le tu problème, faire monter en compétence, c'est ça? exactement. Tu vas D'accord. créer frustration et déception. Le petit cocktail frustration-déception, généralement, ça donne démission. Hein. Ça va assez bien ensemble. Et conclusion, c'est vérifié. Il dit oui, je vérifierai. Je dis oui, mais le problème, si t'en as qui ont l'envie d'eux, mais qui ont le potentiel, mais qui n'ont pas encore la montée en compétence pour aller jusque-là, 2-3 ans, c'est rien pour les faire monter en compétence. Identifie-les maintenant, accompagne-les sur 2-3 ans. Pour toi, c'est d'une richesse inouïe. Tu fais des listes des collaborateurs, tu prépares la suite. Enfin, faut vraiment anticiper. Et donc, c'est une stratégie. Et en fait, c'est faire comprendre aux entreprises que la stratégie RH, ça se construit autour d'une stratégie financière. Donc, c'est vraiment dans un business plan, il faut toujours prendre en compte vraiment la RH, mais au sens très global du terme, avec la gestion des talents. Et en même temps, une entreprise sans équipe, sans collaborateurs et collaboratrices, elle n'est rien. On est bien d'accord. Et c'est pour ça que sous mon slogan, il y a écrit l'humain au cœur de la stratégie d'entreprise. Parce que pour moi, ma vision des choses, c'est la colonne vertébrale d'une entreprise, ce sont les collaborateurs. Clairement. Et la finance fait vivre les collaborateurs. Il y a beaucoup d'entreprises qui considèrent que la colonne vertébrale, c'est la finance et que les collaborateurs sont autour. Si je prends un exemple médical, on va dire que pour moi, les humains sont le système nerveux central et la finance, le système nerveux périphérique, et c'est pas l'inverse. C'est tellement. Très souvent, on fait l'inverse. Et quand on veut qu'une entreprise soit rentable, si on se centre que sur le financier, elle sera rentable à court terme, mais pas pérenne. Bien sûr que non. Alors que si on fait l'inverse, elle sera peut-être rentable dans plus longtemps, mais elle sera beaucoup plus solide, beaucoup plus pérenne. Exactement. Ouais. Merci pour ce partage parce que c'est hyper important de le rappeler aux entrepreneurs qui nous regardent. Ouais, tout à fait. Lorsqu'on a discuté avant cette interview, tu m'as expliqué que il y avait quelque chose qui a été hyper important dans ton parcours, c'est que tu as eu un problème de santé et qui a révélé des choses hyper importantes pour l'entreprise, pour toi. Je veux bien que tu nous en parles parce que je pense que c'est vraiment hyper important de le partager. En fait, ma vie est ponctuée de petits problèmes de santé, séjours à l'hôpital. Je pense qu'un jour, il faut écrire le guide Michelin des hôpitaux de France. Surtout des services des urgences. Parce que ça n'existe pas encore. Non, je sais. D'ailleurs, les gens m'appellent pour avoir le nom des urgences où il fallait en fonction du problème. Ah oui. Mais je me suis retrouvée, c'est vrai que j'ai eu plusieurs pépins de santé, mais celui auquel tu fais référence, c'est un qui m'est arrivé en 2018, où j'ai fait un AVC. Alors, c'était pas le premier, donc je suis assez balèze en AVC. Okay. Mais là, celui-là, du jour au lendemain, je me suis retrouvée en réanimation. Et on se dit toujours dans l'entreprise, non, mais on a le temps, on fera ça plus tard, on verra, etc. Clair. Et là, 2018, je me retrouve en réa et j'ai 2 associés. Et une autre erreur, c'est que c'est moi qui faisais l'entrée de commande. Pourquoi? Parce que j'avais une appétence plus naturelle à les verges des gens, parce que j'aime bien le commercial. Sans être commercial, je rappelle qu'à la base, j'ai fait une formation de psychologue, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et conclusion, mes associés se reposaient sur moi, mais c'était clair entre nous, c'est moi qui faisais l'entrée de commande. Ouais, réa, pas d'entrée de commande. Non. Et puis peut-être des clients qui étaient en cours, mais bon, on était 3 associés, donc on parlait beaucoup entre nous, mais on n'avait pas des choses qui étaient bien cadrées, donc elles savaient pas forcément où j'en étais, sur quel type de contrat, etc. Compliqué à récupérer. Et puis c'est surtout que moi j'ai pas été opérationnelle tout de suite, ça a duré quand même un certain temps, puisque cet AVC, ça a duré quelques mois quand même, etc. Et puis après ça s'est poursuivi par une opération cardiaque. On a fait le cerveau puis le cœur dans la même année. C'était une bonne année 2018. J'imagine. Et là, on s'est rendu compte de la fragilité de notre boîte. Et on s'est dit qu'en fait, une boîte qui repose sur une personne, c'est hyper dangereux. Enfin, qu'on allait planter la boîte. On l'a pas plantée. On a eu vraiment, vraiment de la chance parce qu'on avait une bonne trésorerie, l'air de rien. Parce qu'on avait des clients avec qui on a pu être hyper transparent. Mais ça a été, l'année 2018 a été une très, très grosse épreuve personnelle, mais professionnelle. Professionnelle aussi. En même temps. Ah, mais complètement. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place, ou qu'est-ce que vous avez mis en place parce que tu avais des associés suite à ça? Alors, moi, je fais partie d'un réseau d'affaires qui s'appelle le BNI, qui est un réseau qui a pris beaucoup, beaucoup de place dans ma vie. Et c'est déjà, j'ai expliqué à mes associés que je ne pouvais pas être la seule à faire de l'entrée de commande. Donc, j'avais déjà une de mes associées sur notre antenne à Lyon qui était BNiste, mais elle était dedans. Mais on sentait que pour elle, c'est plus compliqué parce que c'était pas naturel. Cette appétence commerciale, elle l'avait pas. Du coup, elle s'est encore plus investie dedans en se disant, de toute façon, on n'a pas le choix. Et ma 3e associée est devenue également BNiste pour élargir son réseau et puis d'être constamment à l'écoute de nouvelles opportunités et pouvoir faire cette entrée de commande, en fait. C'était trop important. Et avoir un vrai lien beaucoup plus poussé avec les clients. En fait, en somme, si je comprends bien, c'est répartir
les compétences aussi, Ouais. et puis permettre à chacune de monter en compétence sur des sujets Ouais. qui vont permettre de se dire que même s'il y a quelqu'un qui a plutôt cette casquette-là, Ouais, exactement. les autres peuvent reprendre Exactement. si Sur- besoin. De surtout faire qu'il n'y ait personne d'indispensable dans l'entreprise. Ouais. C'est trop important. Donc, oui, que chacun soit sur ses forces, parce que c'est là où on est dans sa zone de confort, c'est Bien là où on sûr. travaille sans énergie. Ouais. Et s'entourer des gens qui ont en force nos faiblesses, ça, c'est l'idéal. Par contre, que chacun soit capable de remplacer les unes les autres. Alors, dans une grosse boîte de 100 000 personnes, évidemment, tout le monde ne pourra pas remplacer tout le monde, mais qu'il n'y ait personne qui soit totalement indispensable. Ouais, c'est ça. Sujet que j'utilise chez mes clients quand il y a quelqu'un qui a une expertise technique, je leur explique combien c'est dangereux si cette personne, ils me disent oui, mais on aura le temps de le remplacer s'il démissionne. Je dis mais s'il meurt demain, s'il a un accident, il se retrouve inconscient. La preuve. Puis, mais voilà, c'est bien parce que je sais que ça arrive. Ouais. Et alors, il y a une chose importante que tu m'as dit quand on avait échangé aussi, c'est que tu t'es rendu compte que la protection, prévoyance par exemple, était absolument nécessaire. Je bénis l'assureur que j'ai rencontré dans mon BNI à l'époque, bien avant. De tomber malade. Orsea est né en 2008 et j'ai croisé cet assureur en 2009 qui m'a dit est-ce que tu as pensé à la prévoyance? Et à ce moment-là, j'ai dit oui, mais c'était limite pour lui faire plaisir. Enfin, vraiment, je voyais pas l'intérêt, je me suis fait dans cela, etc. Comme c'est l'exemple que je prends souvent, c'est une maman, elle pense à protéger ses enfants, elle pense à protéger son mari, elle pense à protéger sa famille, etc. Et elle pense pas à elle. Ben, quand on est chef d'entreprise, on pense à protéger ses collaborateurs, sa boîte, etc. Et pas soi. Et pas soi. Et l'entrepreneur s'oublie très souvent. Mais heureusement que tu avais une prévoyance. Ah mais moi, sans prévoyance, là, pour le coup, ben j'aurais été mal dans cette période financièrement. Mais au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, si je devais avoir une prévoyance, ça coûterait assez cher quand même. Bien sûr. Là, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de compagnies qui aient très envie de moi. Ouais. Mais là, je pense que tu vois, dans les entrepreneurs qui nous regardent et qui nous écoutent, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se dire là maintenant, ma prévoyance. Ah mais en fait, c'est simple. Voilà. C'est vous rédigez vos statuts, vous prenez une prévoyance, puis vous rédigez un pacte d'associés. C'est les trois étapes. Exactement. C'est vraiment là, c'est du clair. super Et là, concret. c'est bon, on est prêt. Voilà. Ouais. Mais prévoyance, ça, oui, c'est un investissement, mais c'est surtout ce qu'il faut se dire, c'est et si je ne l'ai pas, quelles sont les conséquences? Ouais, c'est ça. C'est tellement grave. Ouais. Et alors, en lien avec cette histoire, d'ailleurs, que je te remercie beaucoup d'avoir partagé parce que c'est très personnel, je sais qu'il y a un objet que tu portes qui ne te quitte jamais, Ouais. voilà, qui est en lien avec ça. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Ah ben c'est alors mon petit collier là, alors je ne sais pas si tu vois bien, c'est un petit trèfle. Ouais. Et en fait, ma famille me l'a offerte le jour où mon nouveau cœur a eu 5 ans. Et ça a été vraiment déjà parce que j'ai eu de la chance que cette opération se passe bien. Donc là, j'avais en bracelet, j'ai les 1 an de mon cœur. Ok, excellent. Là, c'est les 5 ans de mon cœur. D'accord. Mais en fait, ce collier me rappelle plusieurs choses. Me rappelle déjà que la vie est éphémère, que la vie peut basculer du jour au lendemain. Exactement, ouais. Et tous, on le sait intellectuellement, le vivre, c'est pas la même chose. S'en souvenir, c'est vraiment essentiel. Et puis, c'est également de se dire que, j'ai eu de la chance, mais en fait, ma vie est faite de chance. Et quand les gens me disent, mais moi, j'ai pas de chance, je suis pas d'accord. Il y a pas des gens qui ont de la chance, des gens qui ont pas de chance. Il y a ceux qui savent entendre la chance, qui savent la saisir, qui savent saisir les opportunités. Et il y a ceux qui se regardent eux-mêmes et oublient de regarder autour et la chance qui leur est proposée. Moi, chaque fois qu'on me propose une opportunité, si j'ai pas de vraie raison de dire non, je dis oui. Et après, je réfléchis. C'est un peu ce que fait Steve Jobs. Une fois, il avait dit une phrase comme ça qui m'avait beaucoup plu. Dans la vie, on peut avoir beaucoup de chance. Et puis, c'est ne jamais l'oublier et que la vie est une belle chose. Donc, autant la vivre pleinement et se faire plaisir. C'est clair. Voilà. Alors moi, j'ai un mantra que je me répète tous les matins, c'est chaque jour est une vie. Et donc, c'est ce que tu dis là me fait vraiment penser à ça. Et c'est hyper important. Et j'ai un mantra, et beaucoup de gens me connaissent là-dessus, c'est pas de pensée limitante. C'est-à-dire, arrête de, quand tu as une idée, va au bout de ton idée, au lieu de commencer par imaginer toutes les limites de cette idée. Vas-y. De toute façon, les limites, elles viendront. Donc, au fur et à mesure, on les traitera comme les difficultés, mais arrête de te mettre des pensées limitantes avant de te lancer pour te donner l'excuse de pourquoi j'y vais pas. Ouais, mais tu as raison. Et donc, si les personnes veulent continuer cette discussion avec toi, les personnes qui nous regardent, comment peuvent-elles te contacter? Ah, c'est très simple. Par mon site internet orsearh.com. Ne pas oublier le RH après le Orsea. D'accord. Et puis également sur LinkedIn. Alors moi, sur LinkedIn déjà, c'est limite une boîte mail pour moi. LinkedIn, j'y suis tous les jours. Il y a aussi mon numéro de téléphone sur LinkedIn. Il y a mon mail sur LinkedIn. Enfin, c'est incroyable. Ah oui. Si on veut trouver Barbara Barré, on trouve Barbara Barré. Donc on va trouver Barbara Barré sans problème. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auront des questions pour toi. Ah ben j'aimerais bien. Mais ouais, j'espère vous aurez dit parce que j'adore échanger avec les gens. J'adore l'histoire de vie des gens. Ouais.
Ouais, et ça se sent. Donc Barbara, je te remercie 1000 fois pour ce partage hyper personnel et qui franchement est hyper important pour inspirer les uns les autres, et je sais que ça va les accompagner dans la suite de leur vie et de leur histoire. Si ça peut leur être toi. utile, j'en serai mais des plus heureuses. Merci Barbara. Merci beaucoup.